It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Bienvenue dans cette nouvelle saison de Waltcast, le podcast de Walt, l'association qui promeut toute l'année l'alternance. Et en 2024, justement, l'alternance va rester la voie royale vers l'emploi. À la fin de l'année dernière, on comptabilisait 1 17 500 apprentis, un effectif en hausse de 6,2% sur un an. Bonjour, je m'appelle Damien Lepotter, j'ai 25 ans, je suis directeur des opérations d'une entreprise qui s'appelle Safecar Service 24/7. Je suis un ancien apprenti dans le domaine de l'automobile et je suis aussi ambassadeur pour le programme Erasmus+ France. Dans cet épisode, avec un des membres du réseau des ambassadeurs Erasmus+, focus sur le programme qui propose notamment aux étudiants en alternance ou en contrat d'apprentissage la possibilité de séjourner à l'étranger, et cela pour renforcer les compétences, accroître l'employabilité. Salut Damien, merci d'être avec moi. C'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Merci, on est ravis de pouvoir recueillir finalement ton témoignage, ton parcours. Tu nous parleras tout à l'heure de ta fonction en tant qu'ambassadeur Erasmus. Avant de nous parler de ton poste actuel et de la boîte dans laquelle tu es concrètement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ton parcours scolaire ? Le parcours, il est super simple. Alors, j'ai un parcours qu'on définit souvent de atypique. Je suis de Franche-Comté, d'où un petit peu l'accent de l'Est. J'ai fait un petit peu toute la France. J'ai fait la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace, Lyon, Cannes, Monaco, Bordeaux, Paris. Et je viens vraiment, moi, de la technique automobile. J'ai commencé avec un CAP de mécanicien, donc dans la mécanique automobile. Après, j'ai fait un bac professionnel dans l'après-vente mécanique automobile. Après, une licence pro OMSA, donc qui s'appelle Organisation Management des services automobiles. Pour compléter mon bagage et pour avoir plus un aspect sur la gestion d'une entreprise et sur tout ce qui est financier, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait un Master 1 et un Master 2 en stratégie d'entreprise, avec toute cette fonction qui me manquait moi, toute la partie finance et stratégie pour diriger une entreprise. Donc ouais, c'est le BBS Business School, c'est ça ? Tout à fait. Et j'ai vraiment un parcours de passionné. J'ai quitté ma Franche-Comté natale à 15 ans pour monter sur la Lorraine. Et j'ai fait des très, très belles marques automobiles. J'ai commencé par Audi sur Épinal. Après, je suis monté en Alsace pour Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini. Après, je suis descendu sur Lyon pour Lamborghini, Bentley. Et après, je suis descendu sur la Côte d'Azur où il manquait vraiment cette partie pour la carrosserie, où j'ai eu la chance incroyable d'intégrer la carrosserie Lecoq. Donc, sur la Côte d'Azur, sur Mandelieu, la Napoule et sur Paris, où là, j'ai vraiment appris avec des personnes qui sont juste exceptionnelles, des experts dans ce métier-là, et cette partie de la carrosserie et de la gestion d'une entreprise et d'une équipe. J'ai fait mon bac plus 4, mon bac plus 5 pour le groupe Buy My Car, qui est le premier groupe de distribution automobile privée en France. Et j'ai mené différents projets au sein de ces 2 années-là. Là, maintenant, je travaille pour l'entreprise pour lequel j'ai déployé ce projet-là chez Buy My Car. Donc, un parcours de passionné et je suis piqué automobile, quoi, en fait. Il n'y a pas le secret. C'est clair, une fois que tu es parti, en plus, on ne peut plus t'arrêter. Justement, qu'est-ce qui explique cette passion pour toi, pour l'automobile ? La passion, je vais pas te faire des grands discours parce que je te mentirais. J'ai personne dans l'automobile dans ma famille. J'ai toujours bien aimé l'automobile. J'ai mon père surtout qui est féru de voitures. J'ai toujours grandi dans un écosystème où la bagnole, c'était très important. J'ai mon grand-père qui est un ancien cadre de chez Peugeot, mais il n'y a pas cette belle histoire de dire je suis issu. Non. C'est la passion et c'est à la fin de mon cursus de 3e, je me suis dit l'école, rester assis dans une salle, ça m'intéresse pas tellement, ce qui est un paradoxe. J'ai validé un bac plus 5, mais bref. Et je me suis dit, à 15 ans, qu'est-ce qui me plaît ? C'est la voiture, c'est la mécanique, et je vais me lancer. Et je pensais pas, tout en restant humble, en arriver aussi haut, aussi vite, avec toutes ces marques. C'était juste pour moi un Graal. Je me disais, si je peux finir chez Lamborghini ou chez Ferrari à 40 ans, j'ai eu cette chance-là, entre 18 et 20 ans, de faire ces 2 marques-là. Tu parlais tout à l'heure de paradoxe, parce que tu ne pensais pas pouvoir aller aussi loin, en tout cas au niveau de tes études, parce que tu pensais que l'école n'était pas faite pour toi. Mais en fait, tu nous expliques tout simplement qu'une fois qu'on a trouvé sa voie, finalement, l'école, c'est plus simple aussi d'accès.
Clairement, ce qui est intéressant, c'est vraiment de trouver sa voie, de s'entourer des bonnes personnes. J'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai beaucoup de personnes qui ont cru en moi, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut vraiment se donner à 200%. Ouais. Rien n'est tombé tout cru, en fait. Beaucoup de sacrifices personnels et professionnels. Je changeais de ville tous les ans, d'école aussi, de copains. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de secret. Tu disais que c'était important aussi d'être bien entouré, d'avoir affaire aux bonnes personnes pour saisir les bonnes opportunités. Comment est-ce que tu les as rencontrées, ces personnes? C'est au gré de tes différentes expériences professionnelles? C'est ça, tout à fait. Et beaucoup de projets. Je me suis lancé dans des projets qu'on appelle les lycées dans la course. Donc, c'est un projet qui est réalisé avec la Fédération française du sport automobile et des CFA et des OPCO. Tu as une Formule 3000, c'est une petite Formule 1 qui arrive, qui ne démarre pas. Et tu la fais démarrer et tu vas lever des fonds. Et tous les ans, tu as un rassemblement sur 2 jours au Mans et tu fais une compétition. Tu as 22 ou 25 établissements en France qui font partie de ce projet-là. Et aussi, ce que j'avais dans le ventre et dans la tête, c'est que j'avais, j'aime bien dire que j'avais faim. J'ai encore faim. Et je suis grand, je fais 1m92. Donc, un parcours de passionné, vraiment, c'est le mot, c'est la passion et la persévérance. J'ai 4 maîtres mots, la passion, la persévérance, le partage et la performance. Les 4 P que tu as souvent en école de commerce qu'on te dit pour le marketing, Ouais. marketing mix. Moi, non, c'est les 4 P de Potter, c'est passion, persévérance, performance et surtout partage. On voit que tu as travaillé ton personal branding, c'est bien, bravo Ça, ouais. Damien. Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes expériences que tu as eues dans le cadre de l'alternance? L'alternance, c'est vraiment ça qui m'a ouvert vraiment l'esprit et qui m'a ouvert une très grosse vision. Sans l'alternance, je n'aurais pas fait autant de choses. Ce qui est intéressant déjà avec l'alternance, c'est que très très tôt, tu touches un peu d'argent. Donc, tu peux être indépendant. Bon, j'ai quand même dû faire des petits crédits étudiants. Mais tu rentres tout de suite dans le monde du travail et tu peux être financièrement libre sur des... J'ai fait beaucoup de colocations, donc c'est ça qui est intéressant. Et tu rentres vraiment très très vite dans la vraie vie avec ses avantages, ses inconvénients. Mais en fait, tu es très très vite au pied du mur, mais tu es quand même très bien guidé par les CFA, par les OPCO, par tout le monde en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Et comment finalement l'alternance, toi, t'a permis d'appliquer tes connaissances académiques dans un contexte finalement professionnel? Par la pratique. Et ce qui serait très bien quand tu es en alternance, c'est que tu as la pratique et tu as la théorie. Cette combinaison-là est vraiment intéressante. Sans pratique, tu pratiques pas. Et c'est un métier que dans la mécanique, c'est vraiment un savoir-faire qui est propre. Mais sans théorie, tu peux pas pratiquer. Donc, c'est aussi un paradoxe. Il faut bien comprendre comment marche, exemple, un moteur, pour pouvoir le réparer après. Donc, c'est une combinaison, c'est un mix très, très bien, en fait. Alors, j'ai évidemment ma réponse, mais je vais quand même te poser la question. Comment est-ce que finalement, la combinaison de l'éducation formelle que tu peux recevoir en cours et l'expérience professionnelle t'a-t-elle aidé à progresser plus rapidement dans ta carrière? Parce que tu es dans la vraie vie. Tu es dans la vraie vie, tu rencontres des chefs d'entreprise et tu prends de la maturité. Tu prends vraiment beaucoup de maturité. Après, tout dépend ce que tu as dans la tête aussi, mais chaque personne va évoluer différemment. Et tu prends vraiment de la maturité, tu es dans le vif du sujet en fait. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué entre les cours d'un côté et puis donc l'alternance sur ton lieu de travail en termes d'organisation, de planning? Est-ce qu'il y a eu des défis, des obstacles auxquels tu as dû faire face et que tu as surmonté? Pas tellement, comme je t'expliquais, c'est beaucoup de déplacements. C'est que tous les ans, je changeais d'entreprise, je changeais d'école et je changeais de région. C'était plus cette mise en œuvre-là qui était un peu complexe. Après, pour combiner ce que j'apprenais en entreprise et à l'école, il faut juste être organisé et tout va très bien. Ce qui évolue enfin, mais j'ai 25 ans, donc j'ai commencé il y a tout juste 10 ans. Ce qui évolue enfin, c'est que les mentalités changent. Avant, tu disais, je vais faire de la mécanique automobile, c'était un petit peu une voie de garage.
tu avais très très peu de femmes et maintenant ça évolue grandement. C'est que l'automobile, grâce à l'apprentissage et grâce à l'évolution, ça devient quelque chose comme tout job et ça devient des fois même une voie d'excellence et tu as de plus en plus de femmes et enfin. Ok. Et les entreprises ont peut-être aussi davantage de politique d'inclusion qu'auparavant. Et heureusement, donc, voilà. enfin. Alors, s'il y avait un tips comme ça à retenir, tu m'as parlé tout à l'heure d'organisation, ce qui était le plus important peut-être pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'alternance et qu'il faut cumuler donc et les cours d'un côté et l'alternance de l'autre. C'est quoi ? C'est l'organisation qui revient en premier chez toi, c'est ça ? Clairement, oui. Ok, et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil pour réussir justement son alternance ? Croire en ses rêves, croire en soi et ne rien lâcher. D'où le mot de la persévérance. J'ai eu beaucoup de barrières, mais j'ai rien lâché. Si on est persuadé de ce que l'on veut faire, si on est persuadé de nos valeurs, tout vient à point à qui s'y attendre. Donc rien lâcher. Dans un instant, on va parler de ton job actuellement. Oui. Juste avant, je voulais revenir rapidement sur ton parcours universitaire, puisque tu disais que tu as été jusqu'à Bac+5. Tu nous as expliqué aussi pourtant qu'au début, l'école, c'était pas forcément ton truc. Est-ce que tu dirais malgré tout, avec le recul que tu as maintenant, que ça a été important pour toi de retourner justement à l'école pour continuer à te former tout simplement, pour pouvoir continuer finalement à progresser dans ta vie professionnelle ? C'est essentiel. Et c'est essentiel même après l'école. C'est essentiel pour tout. C'est essentiel pour le perso comme pour le pro. C'est que tu grandis, tu fais grandir les autres et tu réfléchis différemment. Comme je t'expliquais, moi, tout s'est fait dans une continuité. Je pensais, en toute franchise, ne pas pouvoir intégrer une école de commerce. Je me suis dit, c'est complètement antinomique. J'avais cette image-là un petit peu du graisseux qui vient de la mécanique. Et je me suis dit, tente. Et j'ai tenté et ça m'a différencié de mes autres camarades. Parce que le projet était intéressant, le profil était intéressant et il y avait une vraie continuité et une vraie histoire. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce Bac+4 et Bac+5 ? C'est que je savais les lacunes que j'avais, je savais ce qui me manquait et il fallait que j'apprenne. Tout s'apprend. Il faut juste du temps, de la passion et de l'envie. Voilà. Et puis donc, ça t'a permis de monter tout simplement en compétences, quoi. Mais clairement. Et je me forme, moi, là encore, tous les 2-3 mois sur des sujets que je ne connais pas. Alors, aujourd'hui, tu es donc responsable service client chez Selfcare. C'est ça. Donc, je suis directeur des opérations. Alors, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins une solution qui est à destination de l'automobile, des concessionnaires. Et en fait, c'est une borne blindée sécurisée, telles que les bornes que tu peux avoir pour Amazon Locker, sauf que nous, c'est vraiment blindé. Et c'est à destination de l'automobile, à destination des clients finaux. C'est-à-dire que les clients finaux peuvent déposer et retirer leur véhicule en 24/7 à la prévente pour tout ce qui va être intervention, que ce soit je suis client, j'ai mes pneus à faire remplacer, je prends rendez-vous chez mon concessionnaire. Mon concessionnaire est équipé de la borne Selfcare Service 24/7 et 24 heures avant l'heure de mon rendez-vous, je reçois un SMS qui me donne un accès en borne et qui me permet en fait de jouir d'une flexibilité pour déposer et aussi pour reprendre mes clés en borne. Ok, merci pour le pitch de la boîte. Directeur des opérations, concrètement, ça consiste en quoi ? Quelles sont tes différentes missions à toi concrètement ? Et à quoi peut ressembler peut-être une journée type si tu en as une ? Les différentes missions, c'est de pouvoir faire grandir l'entreprise, de pouvoir projeter 2024. Pour pouvoir projeter, il y a des plans d'action à mettre en place. On a un marché qui est bien présent, qui a mis du temps à s'ouvrir. Et j'ai ma direction qui me dit, bon, on a mis ça en place, on a projeté ça tous ensemble. Il faut qu'on atteigne l'objectif financier et opérationnel. J'ai cette mission-là, en fait. Ok. Qui sont tes interlocuteurs ? En externe, nous, on équipe les 35 plus gros groupes de distribution automobile en France et en Europe. Donc, ça peut très bien être le directeur général d'un groupe. Ça peut très bien être des directeurs après-vente, des responsables après-vente, des chefs d'atelier, des conseillers client-service, des personnes du marketing, des prestataires qui vont poser notre solution. C'est assez vaste et c'est ça qui est bien. C'est que j'ai pas de journée type et c'est super cool. Qu'est-ce qui t'éclate le plus d'ailleurs justement dans ton job ? La relation client.
et pouvoir résoudre l'impossible. Ce qui m'anime chaque jour, c'est la relation humaine, que ce soit avec nos équipes, avec nos partenaires, avec nos prestataires et surtout nos clients, qui sont clés sans mauvais jeu de mots. Évidemment. Est-ce que tu dirais que tu es épanoui, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi perso? Mais je suis très épanoui parce que j'ai 25 ans, j'aurais mis 10 ans pour mettre en place ce projet-là. J'ai atteint ce que je voulais atteindre à l'instant T et je suis très content, mais je regarde très très souvent dans le rétroviseur parce que rien n'est acquis et je me dis ouais, pour un petit franc-comtois qui vient de Sochaux, faire tout ce que j'ai fait, je suis fier. Mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait vraiment grâce aussi à l'apprentissage et à l'alternance. Alors, tu arrives à regarder dans le rétro. Est-ce que tu arrives aussi à te projeter et à t'imaginer encore évoluer professionnellement parlant? Est-ce que tu t'es donné comme ça de nouveaux objectifs à atteindre? Est-ce que tu as une idée précise de comment tu veux évoluer? Oui. Mais je vais rester assez flou parce qu'on peut dire que c'est prétentieux. Mais ce que j'aimerais, c'est à 30 ans être mon propre patron et surtout à l'étranger. Alors, dans cette start-up, tu disais que vous aviez une ambition, c'était de vous étendre, d'ouvrir un maximum à l'Europe. Est-ce que tes expériences passées t'ont déjà emmené à l'étranger avant de parler de ce que tu fais là chez Selfcare pour eux? En Suisse, oui, mais en Suisse, ça parle beaucoup français. À part ça, non. J'ai la chance d'avoir ma compagne, ma petite copine qui est bulgare. Donc, je suis très, très souvent en Bulgarie. J'y suis une fois tous les 2 mois. On passe Noël en Bulgarie. J'ai la belle famille qui parle pas français, qui parle pas anglais. Donc j'apprends le bulgare. Ouais. Et il y a vraiment cette facette d'interculturalité qui est très intéressante. Tu es également, et tu le disais rapidement tout à l'heure, un ambassadeur d'Erasmus+. En gros, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qu'est le programme Erasmus? Et après, on parlera effectivement de ton rôle en tant qu'ambassadeur. Le programme Erasmus+, c'est simple, c'est pouvoir vivre une mobilité à l'étranger. Et pour tout type de personnes, beaucoup de personnes pensent encore que le programme Erasmus, c'est que pour les étudiants, mais non. C'est aussi pour les personnes en recherche d'emploi et pour des personnes qui sont jeunes comme un peu moins jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient, et moi le premier, pensaient vraiment que c'était réservé que pour les étudiants, mais non, c'est vraiment ouvert pour tout type de personnes et pour vivre une expérience à l'étranger, pour apprendre, pour se former. C'est assez intéressant en fait. Et dans le cadre de ce programme, d'ailleurs, on peut être tout à fait en alternance. Clairement, c'est ce que j'ai fait moi lors de mon bac pro en mécanique automobile. Je suis parti en Finlande dans un petit garage, un tout petit garage sur Helsinki. Et ça m'a bien changé de mon garage où j'étais chez Audi. Un petit garage, vraiment de quartier super intéressant. Une première barrière, j'avais 16 ans, quoi. Donc, le petit Frenchie qui arrive en Finlande. J'avais la directrice de ce garage-là, qui était une femme, et j'arrive là à lui faire la bise et j'ai eu un gros malaise, quoi. Elle a failli me foutre une claque. Donc, elle s'est vraiment reculée et j'avais pas compris. Et c'est en réfléchissant que je me suis dit, ah oui, et en fait... c'est pas les mêmes us et coutumes. C'est pas les mêmes coutumes. J'en ris encore, on en a ri après, mais c'était un peu glacial, ouais. Dès le début... un peu le Frenchie qui arrive là, quoi. Ok, et qu'est-ce que tu retiendras finalement au-delà de cette anecdote sympa, mais de cette expérience passée en Finlande? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu dirais aussi que ça t'a fait encore mûrir, grandir et forcément t'ouvrir sur le monde? Ça m'a apporté ce déclic. Quand je suis rentré de Finlande, j'avais 16 ans. C'est vraiment entre la combinaison de Erasmus, de cette expérience-là, la combinaison du projet des lycées dans la course et la combinaison de mes résultats académiques où je me suis dit, en fait, ne te mets pas de limites et fonce, quoi. J'ai vraiment eu ce déclic-là. Et c'est à partir de ce déclic-là que je suis parti de chez moi, où je suis monté sur la Lorraine et je me suis dit, t'as rien à perdre, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux gens, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre, quoi. C'est un peu le cliché, là, c'est un peu le cliché du franc-comtois qui était dans sa petite ville et puis qui n'était pas très ouvert. Et quand je suis arrivé sur la Finlande, je me suis dit, ah ouais, ok, ça c'est le vrai monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a sorti de plein de choses et j'avais les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes et
Je voulais que apprendre, quoi, découvrir plein de choses. C'est une déclic qui est inexplicable. Et qui t'a permis aussi d'apprendre sur toi, finalement, sur qui tu étais aussi. Mais clairement, parce que là, j'ai 25 ans, donc j'ai un peu plus de maturité, mais quand tu as 16 ans, c'est comme je t'expliquais, tu te cherches. Complètement, Tu te cherches en tant que jeune homme, tu te cherches en tant que jeune femme. Tu as la pression un petit peu de l'école, tu as la pression des parents qui disent « Bon, tu vas faire quoi ?» Foutez-moi la paix. Je ne sais pas ce que je veux faire, moi, encore. J'ai que 15-16 ans. Et vivre ces expériences-là, je me suis dit « J'aimerais essayer ça. J'ai l'apprentissage, j'ai un petit salaire, j'ai rien à perdre. » Et je me suis lancé, en fait. Et tu t'es lancé, tu as bien fait, et tu as tellement bien aimé l'expérience, et tu en reparles comme si c'était hier, alors qu'il s'est quand même passé 10 ans, que tu es devenu plus tard ambassadeur Erasmus+. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir acquis une certaine expérience et de pouvoir la faire partager à d'autres pour expliquer finalement, redonner ce que tu as appris finalement. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait, c'est de faire découvrir ce programme-là et de retranscrire ce que l'on a vécu nous. Donc, on est 52 ambassadeurs en France et dans les dom-toms. Et c'est de vraiment pouvoir intervenir en tant qu'intervenant, en tant qu'ambassadeur, de promouvoir, d'expliquer ce qu'est ce programme-là. Et il y a beaucoup de jeunes qui avaient ces barrières-là, en fait. Les premières barrières, c'est je pars loin de chez moi, c'est je parle pas anglais, c'est ma première expérience à l'étranger, j'ai peur, comment ça va se passer? C'est des questions que je me suis aussi posées, quoi. Donc, c'est de les rassurer, c'est de les accompagner, c'est de voir que il y a des personnes qui l'ont fait à leur âge et que c'est formidable. Dans mon rôle d'ambassadeur, il y a 1 mois et demi, on était à Copenhague sur une convention, sur un séminaire qui a duré 3 jours. On était sur la citoyenneté, sur l'ouverture de l'Europe. Il y avait toutes les agences Erasmus Europe. Donc, on était plus de 120 sur Copenhague. On a échangé sur la citoyenneté, sur l'interculturalité, sur les barrières qu'il y avait sur Erasmus, sur les disparités, sur plein de choses. J'ai échangé avec des personnes qui venaient d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Belgique. Donc, c'était super intéressant. Et nous, on arrivait là comme personnes qui avions vécu cette expérience-là. Comme tu disais à l'instant, Erasmus, ou en tout cas ambassadeur Erasmus+, c'est aussi répondre à des questions. C'est quoi les questions justement qui reviennent le plus souvent et parmi celles qui te sont posées, est-ce que tu t'en souviens d'une qui t'a particulièrement marqué parce que tu l'as trouvée, je sais pas moi, rigolote? Les questions le plus souvent, c'est la langue. C'est comment je vais faire presque toute seule, même si je suis accompagnée, mais tu as beaucoup de personnes qui pensent qu'elles partent toutes seules, mais tout est accompagné en fait. Mais comment je vais faire loin de chez mes parents en fait? Tu as beaucoup de personnes qui apprennent sur elles, qui prennent de la confiance en soi et qui quand ils reviennent de leur projet Erasmus, ils reviennent super forts. Ils sont gonflés et ils disent mais allez-y, c'est juste super quoi. Il y a des personnes qui partent au mois ou bien à l'année quoi. C'est toujours les mêmes questions presque. C'est la langue, c'est je pars loin de chez moi, c'est des questions sur l'interculturalité, c'est des questions sur les devises bancaires. Sur plein de choses. Mais ma petite anecdote sur la bise, maintenant je dis faites gaffe quoi. Renseignez-vous sur les us et coutumes du pays dans lequel vous atterrissez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte justement de réussir son voyage à l'étranger avec Erasmus? Comment il faut se préparer, je veux dire, psychologiquement, se préparer intellectuellement, se préparer physiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'expérience vécue là-bas se passe le mieux possible? C'est beaucoup de se renseigner sur le pays, sur les coutumes, sur la météo aussi. Et échanger, on a vraiment cette chance-là en 2023 d'être ultra connecté. Donc, tu as beaucoup de groupes sur Facebook ou sur LinkedIn et échanger. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de réseautage. Il y a beaucoup de personnes qui, tout comme moi, aiment bien partager, donner des tips, donner plein de choses. Donc, c'est se renseigner, se rapprocher aussi, soit de nous, les ambassadeurs, ou soit de Erasmus+ France, ou se rapprocher aussi de son centre de formation. Parce que moi, j'ai été parti avec l'aide de mon centre de formation. Et si on rentre dans les centres de formation, tu as beaucoup de personnes qui sont référencées
référente sur la mobilité. Et c'est aussi des projets, des programmes qui sont proposés. Alors, c'est proposé généralement aux personnes qui ont vraiment envie et des personnes qui ont un projet aussi. Moi, c'est ce que j'avais eu. C'est Damien, t'es intéressé, t'as l'air intéressant, tu travailles bien. On a ce programme-là, on doit faire partir 15-20 élèves. Est-ce que tu veux venir? Au début, j'avais dit non. J'avais dit, mais non, la Finlande, c'est où déjà? La Finlande, c'est où? Et pourquoi y faire? Et je me suis renseigné et j'ai mon directeur de mon centre de formation qui m'a dit, tu vas le regretter. Il m'appelait Harry parce que mon autre famille, c'est le Potter. Ouais, oui. Et il me disait, Harry, tu vas le regretter. C'est un vieux sage qui te le dit. Pars. Et j'avais dit non. Et il m'a dit, Harry, je t'ai inscrit, t'as pas le choix. Écoute de Moldor. Et voilà. Et du coup, tu es parti. Et justement, si on se réfère à cette expérience que tu as vécue en Finlande, on rappelle, tu as fait le choix d'accepter cette proposition, de participer à ce programme, de quitter papa et maman en Franche-Comté, justement aussi pour rassurer les parents peut-être qui nous écoutent. Comment s'assurer effectivement que tout va bien se passer? Là, je parle des parents. Il y a déjà vraiment un vrai suivi. Il y a des rapports qui sont effectués sur les rapports admission. Il y a aussi, dans la plupart des cas, il y a des plannings qui sont envoyés à l'avance. Et on est tous ultra connectés avec notre smartphone. Oui, donc on échange les mamans poules ou les papas poules, jusqu'à dans l'avion, jusqu'à que l'avion décolle, ils sont par SMS ou par WhatsApp ou par téléphone, quoi. Ouais. Et il y a même les jeunes qui me disent, des fois, les parents, ils sont chiants, quoi. Moi, je veux juste être tranquille. Je veux vivre, pas serein, mais c'est cette expérience-là, quoi. Je suis plus un enfant, quoi. Enfin, je deviens un jeune homme ou bien une jeune femme. Un séjour, ça dure combien de temps? Ça dépend. Ça peut être au mois, comme à l'année. Ça va dépendre de ton projet. Et ce qui est bien, c'est que tu as beaucoup de subventions. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de subventions de l'État, tu as beaucoup de subventions qui sont aussi levées par Erasmus+. Donc, si le projet est pertinent, tu payes presque rien. En termes de compétences, de soft skills, toi, tu dirais que tu as acquis quoi en te rendant comme ça à l'étranger? De l'interculturalité. C'est ce qui me manquait, en fait. C'est ce partage. J'étais assez, pas renfermé, mais j'avais pas une ouverture sur le monde et sur les personnes comme je l'avais avant de partir. Et je pense que c'est la combinaison, comme je t'expliquais, et je vais revenir sur l'apprentissage, sur Erasmus, et sur les magnifiques rencontres que j'ai pu faire durant 10 ans et que je fais encore à l'heure actuelle, c'est que cette ouverture sur le monde, cette ouverture des gens, chaque personne que j'ai vue ou chaque personne que je vois, chaque personne a son expérience et aime partager ce qu'elle aime faire ou bien ce qu'elle sait faire et donner beaucoup de conseils. Mes parents ou mes grands-parents, Erasmus+, ils n'ont jamais connu ça. Et donc, c'est ce qu'ils me disaient. Ils m'ont dit, mais vous les jeunes, vous avez une chance énorme. C'est que vous pouvez partir à l'étranger, ça vous coûte presque rien. Il y a l'apprentissage, il y a plein de choses que mes parents n'ont pas eu en fait, et mes grands-parents encore moins. Donc c'est vraiment ça qui est cool, c'est que tu t'ouvres sur le monde, tu t'ouvres toi-même et tu t'ouvres aux autres. Et moi j'ai vraiment eu cette compétence, cette appétence pour l'interculturalité en fait. Écoute Damien, je vais te remercier. Merci à toi de ton intervention, de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur qui tu étais, quelles étaient tes expériences, et tu nous confirmes finalement qu'on peut réussir son apprentissage à l'étranger, tout simplement, c'est ça. Et que on y gagne à tous les niveaux finalement. Tout à fait, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant quoi en fait. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à sauter le pas, à nous contacter, à me contacter sur LinkedIn ou bien sur Facebook et à contacter aussi l'agence Erasmus+ France et à échanger avec leur centre de formation parce que les centres de formation sont vraiment depuis longtemps, mais là c'est beaucoup plus, c'est de plus en plus. Ça devient un centre d'excellence. Merci Damien. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
que tout continue à rouler, que rien ne change, que rien ne change. Écoute, on croise les doigts pourvu que rien ne change. Un grand merci à toi. Merci. Et pour ton témoignage. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. Et voilà pour l'interview de Damien, membre des ambassadeurs Erasmus+. Si vous souhaitez vous renseigner sur le programme, en connaître les opportunités, un petit conseil, c'est d'aller faire un petit tour sur le site agence.erasmusplus.fr. C'est la fin de cet épisode. C'est Waltcast à retrouver sur les sites walt-asso.fr, jobradio.fr, disponible également sur les plateformes de diffusion de podcasts. Et pour donner, encore plus de visibilité à ce programme, ce qui serait top, c'est que vous puissiez réagir à cet épisode directement depuis ces mêmes plateformes. Merci d'avance et à très vite.